comment on fait quand on veut tout ? Entreprendre, aimer ce que l'on fait, réussir et en même temps être présente pour ses enfants. Vous pensez vraiment qu'il faut choisir entre être une bonne mère ou une femme ambitieuse ? Eh bien non. Avec La Marquise, le podcast des Mum Boss, je vous montre qu'il est possible de concilier vie d'entrepreneur et vie de maman. Ici, pas de faux semblants, juste la vraie vie. Celle où on jongle entre le business, les couches et les devoirs. Celle où, quand on doute, on passe à l'action quand même. Je suis Sonia, maman de 4 enfants, consultante en marketing et entrepreneur passionnée depuis 2020. À travers ces épisodes, je vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Au programme, des stratégies concrètes pour bâtir un business rentable, des conseils pour jongler entre vie de famille et entrepreneuriat, et des interviews inspirantes de mamans entrepreneurs. Bref, un vrai coup de boost pour passer à l'action. Alors que vous soyez en train de plier du linge, d'allaiter bébé, en voiture ou en pleine séance de sport, ce podcast vous sera utile pour avancer. Pour ne rien manquer, vous avez juste à vous abonner et partager le podcast à une autre maman qui en a besoin. Allez, on commence dès maintenant avec le sujet du jour. Bonjour les Marquises, nous voilà dans un nouvel épisode. Alors aujourd'hui c'est une interview et j'ai le plaisir de recevoir à mon micro Elisabeth Doyle qui est entrepreneur, qui a fondé 2 entreprises et qui est aussi maman de 2 enfants. Bonjour Elisabeth. Hello et merci pour l'invitation. J'ai hâte de discuter avec toi. Avec grand plaisir, moi aussi j'ai hâte de te découvrir un peu plus. Alors malgré qu'on se connaît aussi via LinkedIn, Instagram, etc. Donc je suis ton parcours depuis quelques années maintenant. Et ça me fait trop plaisir de te recevoir ici. Alors bienvenue déjà et dis-moi comment tu vas. Comment vas-tu Elisabeth ? Bien. Bah, comme je te disais avant, je suis seule cette semaine avec les enfants. Mon copain est en déplacement pro, donc je vais bien, mais je suis un peu... c'est la course, on va dire. D'accord. Du coup, là, ils sont à l'école, c'est ça ? Ils sont à l'école. Ouais, ok. Là, c'est ta pause, c'est un petit peu ta pause, entre guillemets, parce que j'imagine que tu traites tous tes dossiers pendant ce temps-là. Oui, c'est marrant, je pense... je suis pas la seule à ressentir ça, que quand on est au travail, c'est un peu le moment calme. et après l'école, bah, c'est là où c'est un peu la folie. On a le tunnel du soir, on a les devoirs, les bains, genre tout ce qu'il y a à faire et c'est beaucoup plus mouvementé. Ah ouais, c'est clair. Et ça passe tellement vite aussi, ces moments-là. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors toi, t'as un super parcours, donc t'as vécu dans plusieurs pays aussi. Donc j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu le cours de ton histoire. Donc tout a commencé pour toi aux États-Unis, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Voilà. Je te laisse nous raconter un petit peu ton parcours des États-Unis à l'Italie. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, donc j'ai du mal à cacher l'accent, c'est vrai. Donc je viens des États-Unis, je suis née là-bas et j'ai grandi. D'ailleurs, j'aurais jamais imaginé partir, mais pendant mes études, j'ai commencé à étudier le français et ça m'a beaucoup plu et j'avais envie du coup de découvrir pour de vrai. Et donc j'ai pu participer à un programme d'échange un peu du style Erasmus quand j'étais étudiante et passer un semestre en France. Et j'ai beaucoup aimé. Et du coup, après, j'ai voulu revenir et je suis revenue en 2009. Après mes études, je suis venue en tant qu'assistante de langue. À la base, c'était pour un stage de 6 mois et je suis restée 10 ans en France. Et pareil, encore une fois, j'aurais jamais imaginé changer encore une fois de pays. Mais j'ai rencontré mon copain qui est italien. Et après quelques années de relation à longue distance, j'ai décidé de changer de pays encore une fois et je suis partie vivre en Italie. Ça va faire 6 ans que je suis ici, donc ça fait 16 ans que je suis expatriée, on va dire, depuis que j'ai quitté les États-Unis. Ah, c'est génial. Et est-ce que tu peux nous dire, du coup, tu connais 3 cultures maintenant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu
je sais pas, trois différences dans chacune des cultures que tu as remarquées, et des anecdotes ou des choses comme ça. Est-ce que tu as des petites choses croustillantes là pour nous Oh, à nous partager sur ces trois cultures différentes, du coup? c'est c'est difficile comme question. Je pense une chose que j'ai vraiment apprise, c'est que tout ce qu'on prend pour vérité, ce n'est qu'une question d'éducation et de culture en fait. Tout ce que je croyais avant, quand j'étais aux États-Unis, avant de voyager, bah, j'ai pu voir que ça se passe pas comme ça ailleurs. Et donc, quand on voyage et quand on vit dans d'autres pays, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une leçon en humilité D'accord. et de voir à quel point on ne sait rien du tout Ok. Et et on du a coup, tout à découvrir. et l'entrepreneuriat, est-ce qu'il est perçu de la même façon aux États-Unis? Est-ce qu'il est perçu de la même façon en France et en Italie ou pas du tout? C'est très différent. C'est marrant, je discutais avec une copine hier par rapport au travail. Et pour elle, elle disait, oui, je sais pas si je pourrais être salariée et travailler pour les rêves d'un autre, etc. Et je lui ai dit, bah, moi, comment j'ai grandi, c'est que j'aime le travail. Peu importe si j'étais salariée ou entrepreneur, je suis fière de ce que je fais et de ce que j'apporte. Et je vois le travail comme une sorte de challenge personnel, de développement personnel, etc. Donc j'aime me réaliser au travail. Et elle me disait, mais c'est pas du tout comme ça. En France, c'est pas la mentalité française. Euh, on, on n'a pas tous les mêmes, on n'a pas les congés payés qu'on a en France, on n'a pas de CDI, ça n'existe pas. Donc il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Et peut-être parfois en France, j'ai ressenti une sorte de lourdeur par rapport au travail, alors que aux États-Unis, oui, c'était plus léger, c'était plus, il y avait plus de plaisir au travail. D'accord. Ok. Et du coup, en Italie, le rapport au travail, il est comment? Un peu En plus que la Italie, France alors, ou plus je n'ai jamais vraiment travaillé personnellement en Italie, mais je vois comment ça se passe pour mon copain. Et d'après ce que je vois, pour lui, c'est vraiment, j'ai envie de dire pire, pire. Genre, c'est vraiment le présentéisme, il faut qu'il reste jusqu'à 18 heures le soir. S'il part avant, on lui demande s'il a pris son après-midi. Comme en France, mais pire, quoi. Il faut être Ok. tout le temps présent. Et même, il y a quelques années, un de nos enfants a été malade et a été hospitalisé. Euh, et il a dû demander de faire du télétravail à son employeur. Donc on a pu nous organiser, etc. Mais quand c'était le moment de faire son entretien pro de cette année-là, on lui a reproché de trop prioriser sa famille. Ok. Donc D'accord. ça, Oui, c'est donc c'est pas top. d'accord. Donc c'est peut-être plus dur qu'en France finalement, l'Italie, le rapport qu'ils ont au travail. Ouais. Mm. Et alors si on repart du coup sur ton parcours, donc tu arrives en France, tu es assistante en Mhm. langue. À quel moment tu te dis je vais entreprendre? Pas tout de suite. La première chose que je me suis dit, c'est j'ai envie de rester en France. Donc D'accord. j'ai commencé à chercher un travail parce que bah, pour avoir la carte de séjour, il faut soit un travail, soit bah, reprendre ses études, soit trouver un mari, quoi. Non, je rigole. Mais donc j'ai cherché un peu partout. À l'époque, j'étais à Caen et j'ai trouvé un poste de formatrice à Saint-Étienne. Donc on se moque de moi aussi pour les villes que j'ai choisies en France. J'étais pas à Paris ou je sais pas Nice ou des villes touristiques. Mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai trouvé un poste de formatrice et voilà, j'ai travaillé peut-être
un an, 2 ans dans cette boîte, mais qui a déposé le bilan, donc qui a fermé. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me lancer à mon compte. Ça, D'accord. c'était fin 2012. D'accord. Et du coup, tout de suite, t'as lancé Aves Formation Oui, tout de ou suite c'est arrivé après. petit? Donc c'était clair en Tout de fait, suite ton après ça. idée. D'accord, donc ton idée était déjà très claire? Je pense. Après, j'ai rien inventé. Hein. Je me suis dit, ok, voici ce que je sais faire. Je suis Mm. américaine, je suis professeure. En fait, j'avais fait des études pour être professeure. Euh, j'ai des clients parce que cette boîte qui a fermé, il y avait quand même des clients. Donc, j'ai pu récupérer un peu la clientèle de cette boîte. Et entre la fermeture de cette boîte et la création d'Aves, il s'est découlé 3 mois, je crois. D'accord. Ouais, donc ça a été très très rapide pour Mm. toi. Et tu connaissais l'entrepreneuriat? Est-ce que tu avais déjà des modèles? Non, pas du tout. Dans ta Moi, je ne famille, non? connaissais pas, je ne connaissais pas, mais à l'époque, donc j'avais un copain français à l'époque à Saint-Étienne et son père est entrepreneur. Et c'est lui qui m'a dit pourquoi, pourquoi tu te lances pas? Et je dis oh ouais ok pourquoi pas. En fait sa façon de dire comme si c'était rien, comme si c'était facile. Je dis oh, ok bah ça doit être facile alors j'y vais. Et il commence à me dire ok il faut faire ça 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 genre toute la partie administrative, faire les statuts, genre déposer le capital, je te mets en contact avec un comptable, alors, tous ces trucs, seul, je pense que ça m'aurait pris beaucoup de temps. Mais comme genre, je me vois dans sa cuisine, j'ai mon petit cahier, il me dit quoi faire, je fais ma petite checklist et je fonce quoi. D'accord. Ok, oui, en fait, tu t'es pas posé de questions. Ça a Pas été du très tout. naturel. Je pense que t'as eu une personne en face de toi qui te disait ça comme si comme si tu allais faire une recette de cuisine que tu es en train Oui, de mais noter. Et du tellement. coup, voilà, donc ça a été très Et c'est simple marrant pour parce qu'aujourd'hui, je me pose beaucoup plus de questions. Je me dis, mais comment ça se fait que j'ai dit, ok, bah, ça y est, j'ai ma checklist, j'ai ma recette, j'y vais, c'est bon. Et aujourd'hui, comme tu sais, je travaille sur un nouveau business, sur un side toi. project et je me pose énormément de questions. C'est Mm. fou. Ouais. Et du coup, là, donc tu crées ton organisme de formation. Et comment ça se passe? C'est tout de suite en ligne ou alors c'est d'abord en présentiel? Comment ça se passe? C'était en présentiel à l'époque, donc là, on est début 2013 et c'était pas vraiment très développé les formations en ligne. Et la clientèle que j'ai récupérée de l'autre boîte, c'était surtout des entreprises en local. Donc, je me déplaçais dans les entreprises pour donner des formations d'anglais, mais vraiment spécifiques par rapport à leur métier, par rapport à leurs besoins professionnels. D'accord. Donc c'était vraiment toi en fait. Tu étais toute seule dans le business à ce moment-là. J'étais seule, oui et non. Euh, Techniquement, j'avais des associés parce que c'est compliqué. Je sais pas à quel point tu veux que je rentre dans les détails, mais ce copain de l'époque et son père, ils ont été mes associés au départ. Donc, on a créé une SARL ensemble. Donc, ils étaient dans le business sur le papier, mais pas au quotidien. Genre, ils ne travaillaient pas dans la boîte. Et pour moi, ça a été aussi un avantage. Comme je disais, je parlais de la banque, du comptable. Genre, ça m'a apporté des contacts. J'ai pu avoir un prêt bancaire assez facilement. Et je pense que si j'étais seule, étrangère, de 25 ans, qui demandait un prêt bancaire, je suis pas sûre que ça aurait passé. Donc, j'ai pu profiter aussi de ça. Je pense que ça a été vraiment un tremplin pour moi au départ. Et sans leur aide, je pense que ça m'aurait pris plus de temps. Plus de D'accord. temps pour démarrer.
Et le prêt bancaire, en fait, tu le contractes pour passer en digital, c'est ça? Ou alors tu le fais dès Non, le non, là, départ? c'était au début pour lancer l'entreprise. Et ça, je pense que c'est quelque chose que peu de personnes font. Ouais. Genre aujourd'hui, comme on peut démarrer un business en ligne sans rien, ou du moins c'est ce qu'on nous dit. Mais bon, à quel point tu veux que ça marche? Et oui, tu peux investir ton temps, mais tu ne peux pas tout faire toi-même. Genre, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et puis, voilà, tu as besoin d'argent pour faire de l'argent. Ok. Et donc, j'ai fait ce prêt au début parce que bah déjà, j'avais rien. Je me suis payée depuis le premier jour. Donc, c'était aussi avoir un peu de trésorerie pour me payer un loyer. J'avais des locaux. Euh, investir aussi. Genre, j'avais fait un salon professionnel. Donc, pouvoir payer même des catalogues, des brochures, des outils. On a besoin d'argent pour démarrer un business. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et ton prêt était de combien? Si c'est pas indiscret, tu as fait un prêt de combien? C'était de 20 000 euros. Donc D'accord. en 2013, ce serait peut-être plus aujourd'hui, tu vois, mais c'était de 20 000 euros et j'ai dû faire un business plan, un peu un prévisionnel, etc. pour la banque. Et, hum, et je pense que c'était nécessaire. Genre ma première année, j'étais pas rentable. J'étais rentable qu'à partir de la deuxième année d'activité. Donc j'avais D'accord. besoin de, de De ça, ce quoi. prêt. Ouais. Mm. Et tu t'as réussi t'en as fait d'autres au cours de ta carrière entrepreneuriale, des prêts bancaires, ou c'était le seul? J'ai fait un autre plus tard et ça, c'est un autre sujet qu'on aborde peu. J'en ai discuté avec une autre entrepreneuse. On parlait du prix de la croissance et que en 2020-2021, quand on est passé en ligne, justement, Hmm. on a eu énormément de ventes d'un coup sur le CPF, le site du CPF, etc. Sauf que le souci, c'est que à cette même période, le CPF a changé sa façon de payer les formations. Au début, il payait tous les mois par rapport aux heures effectuées dans le mois. Donc, je pouvais facturer tous les mois. D'un coup, il change et j'ai énormément de demandes et il paye à la fin de la formation. Et à la fin, bah, quand ils veulent aussi, à la fin, 30 jours, 60 jours ou je sais pas quoi. Donc, le truc, c'est que quand tu vends beaucoup, mais que tu es payé à la fin, ça veut dire que tu dois être capable d'absorber toutes les charges en attendant. Parce que j'ai les formateurs à payer, j'ai les outils, les licences e-learning, les certifications, parce qu'ils doivent passer les tests. Donc, tu as énormément de coûts. Donc, même si tu sais que l'argent va venir après et que tu vas être gagnant, si tu n'as pas d'argent aujourd'hui pour couvrir les charges, tu peux pas tenir. Hmm. Donc on revient au même constat, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Et Hmm, donc c'est j'ai ça. dû faire un prêt à ce moment-là de trésorerie parce que sinon j'allais pas tenir, même s'il y avait des sommes importantes qui allaient arriver quelques mois plus tard. D'accord. Et alors là, du coup, tu fais un prêt de combien pour soutenir ta croissance? Là, c'était de 50 000. 50 000. Ok. Mm. Et du coup, donc 2013, tu lances. 2021, tu passes en digital. Et Mhm. aujourd'hui, enfin, je pense que c'est important de le dire, Havès Et Formation existe encore. Voilà. oui. Mhm. Perdure dans Et le temps. ce qui est marrant, c'est Ouais. que on a changé encore une fois. Genre, on a tout passé en digital. Et c'était vraiment très demandé les premières années Covid, post-Covid. Et là, maintenant, la tendance s'inverse et les entreprises veulent à nouveau du présentiel. Donc, on fait énormément de présentiel, mais maintenant partout en France. D'accord. Ok, donc maintenant, tu es vraiment Donc, une voilà, société c'est nationale. aussi s'adapter au marché parce que ça a changé énormément en 12 ans. Et du coup, là, parce que toi, tu es en Italie, donc c'est plus toi qui fais les formations en présentiel. Tu as des formateurs sur place dans telle ville, en fait, tu recrutes par ville, c'est ça?
Ouais, donc ça va faire peut-être 4 ans, je crois, que je ne fais plus de formation. Quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'ai dit OK, maintenant stop, je peux plus être de partout. J'ai terminé mes dernières formations, ouais, il y a 4 ans, je crois, que je faisais encore quelques formations en ligne. Et là, on travaille principalement avec des formateurs freelance et on recrute dans les grandes villes. Ça dépend des projets, du moment. Et Ok. quand c'est possible, on travaille avec les mêmes. Genre, on a quelques formateurs qui travaillent avec nous depuis, je sais pas, 5, 6, 7, 8 ans, tu vois. Ça dépend. Ouais, c'est une collaboration durable, quoi. Et Mm. alors, tu nous parlais de ton deuxième enfant. Alors, raconte-nous un petit peu quand est arrivé le premier enfant. À quel moment tu l'as eu dans cette aventure entrepreneuriale? Alors, le premier, c'était un peu une surprise. Bon, pas une surprise, genre on sait comment, comment ça arrive, mais bon, c'était pas prévu à ce moment-là. C'était en janvier 2019. J'étais encore en France et mon copain en Italie. Et on faisait encore les allers-retours à l'époque. Et j'ai appris fin janvier de cette année que j'étais enceinte. Et, euh, et je me suis dit, oh my God, j'ai 9 mois ou 8 mois maintenant pour changer de vie, en fait. Mm. À l'époque, je faisais encore énormément de formations, de déplacements de partout. Donc, je devais pouvoir partir, genre voir comment gérer mon business à distance, alors qu'à l'époque, on travaillait vraiment en présentiel. J'étais dans les locaux tous les jours avec l'équipe, tu vois, vraiment une petite équipe locale. Donc, comment je vais faire pour partir et aussi bah, prendre mon congé maternité, parce que c'était important aussi pour moi vraiment de m'arrêter et de prendre le maximum de mon congé maternité. Mm. Donc, j'ai commencé tout de suite. J'ai annoncé à mon équipe, donc même si on nous dit il faut attendre 3 mois ou je sais pas quoi, parce que j'ai dit, bon, bah, il faut que je dise à tout le monde parce que bah, ça va, Ça ça va arriver va tout vite. changer, quoi. Mm. Et j'ai commencé vraiment tout de suite en début d'année de voir, OK, comment je m'organise, qu'est-ce que je fais. J'ai commencé aussi petit à petit à déménager. À chaque fois que j'allais en Italie, j'avais ma voiture pleine de trucs pour déménager petit à petit. Et essayer déjà de travailler moins, de déléguer plus, d'être un peu moins présente pour l'équipe, de responsabiliser encore plus les autres personnes. Donc j'ai commencé vraiment dès que j'ai appris la nouvelle à changer ma façon de travailler. Ok. Donc, tu as beaucoup plus délégué finalement. Oui. Et alors, tu parlais du congé maternité. Comment tu t'es organisée? Comment ça s'est passé donc, dans l'organisation de ton équipe, mais aussi comment ça s'est passé d'un côté plus administratif, la paperasse et tout. Est-ce que tu as pu toucher tes indemnités, etc. Comment ça s'est passé ce côté-là? Administratif, alors. Déjà, quand j'ai appris la nouvelle et j'ai appelé mon expert comptable, j'ai appelé euh, pour la mutuelle et tout ça, je voulais comprendre à quoi j'avais droit. Et j'étais assez surprise de voir le montant. C'est pas énorme. Et en plus, pas tout le monde me disait c'est super parce qu'il y a quelques années, il n'y avait rien. Ah, d'accord, ok, bah, super alors. Donc, en plus, pour mon premier enfant, à cette époque, il y avait un changement de la caisse. Genre, avant, il y avait une autre caisse pour les indépendantes.
Après, ils ont fusionné. Et au milieu, il y a eu une loupé. Genre, il y a une somme que je n'ai jamais touchée. Le dernier montant, genre, t'as tes indemnités journalières, mais il y avait aussi une sorte de montant, je sais pas comment ils appellent ça, une sorte de prime ou un montant fixe que tu reçois la moitié. Je sais pas si ça a changé depuis, mais tu avais la moitié au départ et puis l'autre moitié À la fin. à la naissance ou un truc comme ça. Donc c'est ce dernier truc que j'ai jamais, j'ai jamais réussi à récupérer, mais ça m'a saoulée parce qu'à chaque fois ils disaient non, c'est l'autre, il faut appeler l'autre, et l'autre dit ah, non, non, on n'existe plus, c'est l'autre qui. Bref, ok, bon. L'administration. Mais pour le deuxième, j'ai pas eu ce genre de problème, tout était ok. Donc niveau administratif, bon, bah, c'est pas. C'est pas si compliqué, c'est juste on espère qu'on va tout recevoir correctement. Et sinon, bah, le plus dur, c'est vraiment l'organisation avec l'équipe et bah, avoir confiance qu'ils sont capables de gérer sans toi pendant quelques mois, de ne pas sentir coupable aussi, genre on peut avoir une sorte de culpabilité de ne pas être présente pour l'équipe, mais en fait j'avais plein de doutes avant, mais une fois que j'ai accouché, c'était facile parce que je savais que j'étais au bon endroit, quoi. C'était évident quelle était la priorité. Ok. Et t'as vraiment réussi à couper pendant ton congé maternité? T'as vraiment, genre, t'as pas du tout travaillé ou tu gérais quand même quelques trucs Alors, pour les deux, j'ai vraiment coupé le premier mois. Et heureusement, genre, quand je lis parfois des articles des mamans qui reprennent des jours ou une semaine après la naissance, bah déjà, surtout pour le premier, j'étais même pas bien, genre physiquement, j'étais KO. Et puis mentalement, c'est hyper dur. Donc je me disais, mais comment tu peux penser à autre chose? Genre déjà, juste pour essayer de dormir, de faire une douche, de manger, genre les besoins de base. Donc je me voyais vraiment pas penser à autre chose à ce stade. Donc j'ai vraiment coupé un mois. Et après les mois suivants, c'était plus bah je vérifiais de temps en temps sur Slack pour voir s'il y avait pas des urgences ou des questions, tu vois. Juste un peu un background, un support en cas de besoin, mais c'est tout. Ok. Et du coup, ça t'a aidé? Est-ce que après cette première expérience où tu as réussi à déléguer finalement tout ton business pendant un mois complet et ensuite revenir vraiment petit à petit, est-ce que du coup ça t'a facilité après pour tout ce qui est délégation? Est-ce que ça t'a permis de lâcher prise plus facilement ou pas? Carrément, parce que j'avais pas le choix. C'était soit tu essayes de tout gérer et tu t'épuises, soit tu acceptes qu'il y a d'autres possibilités qui existent et que tu peux en profiter si tu veux. Souvent, c'est toi qui ne fais pas confiance aux autres ou dis ce sera pas assez bien, ce sera pas comme moi je le fais. Mais on a parlé du pro, mais même à la maison, genre je délègue aussi le ménage. Mhm. Je ne fais plus le ménage depuis la naissance de mon premier enfant. Parce que je ne peux pas tout faire. Et donc, quand on voit parfois sur les réseaux sociaux les supermams qui font tout, bah, c'est pas vrai. On est humain et on a, on a des besoins, on a des limites. Et puis, pourquoi essayer de faire tout ça?
Ouais, on se met une charge en fait qui est parfois inutile. Alors est-ce que, alors pour répondre au pourquoi finalement, est-ce que tu penses pas que c'est aussi parce que toi t'as ton business qui te rapporte aujourd'hui, Aves Formation te rapporte un certain chiffre d'affaires qui te permet de dégager un salaire, etc. Peut-être qu'aujourd'hui certaines mamans qui nous écoutent n'en sont pas encore à ce stade-là. Donc voilà, elles sont un petit peu au début du process et donc elles sont encore obligées de tout gérer parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'argent qui rentre. Qu'est-ce que tu donnerais du coup comme conseil Oui. Certainement, et on manque cruellement d'éducation financière en tant que femme. Je pense qu'il y a énormément de femmes entrepreneurs qui ne vont jamais déléguer. J'ai vu que la majorité des femmes entrepreneuses sont des auto-entrepreneurs. Donc, on peut difficilement déléguer quand on est entrepreneur. On peut même pas déduire ses charges. Donc, ce que je dis probablement n'a pas de sens pour elle parce que déjà, elle ne voit pas comment elle peut dégager un salaire correct pour vivre. Donc, je pense déjà ce qu'il faut savoir, c'est que c'est possible et que souvent, dans nos têtes, on dit c'est pas possible, je vais pas y arriver, c'est trop dur. Et en fait, ton cerveau va juste chercher à confirmer ce que tu penses déjà. Donc, si tu penses que c'est pas possible, tu penses que tu ne peux pas bien gagner ta vie, etc., tu vas faire exactement ce que tu penses. Et ça, déjà, c'est difficile. C'est vraiment difficile de changer cette façon de voir les choses. Aussi, si on ne se sent pas à la hauteur, pareil, genre c'est toujours une question de mindset, mais si tu te dis, je sais pas, je suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas assez d'expérience, tu vas pas attirer des clients. Genre, je vais pas faire appel à quelqu'un pour faire quelque chose pour moi. Genre, je délègue beaucoup de choses, mais je ne vais pas faire appel à quelqu'un qui ne se sent même pas capable de faire son travail. Du coup, moi, je n'ai pas confiance en quelqu'un qui n'a pas confiance. C'est dommage. Donc, on va créer une sorte de cercle vicieux si on n'a pas confiance et si on ne change pas notre relation à l'argent. Ok. Et tu parlais de micro-entreprise. Selon toi, c'est pas le bon statut qu'il faut avoir dès le départ? Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout ça. Je pense que c'est le bon statut quand on démarre parce que après, bien sûr, ça dépend vraiment de sa situation. Moi, quand je me suis lancée, c'était en SARL, mais parce que j'avais des associés et que j'avais déjà prévu de recruter, etc. Donc, c'est pas pour dire qu'il y a un statut qui est bien ou pas bien. C'est juste que quand on est auto-entrepreneur, comme je disais, on ne peut pas déduire les charges, donc c'est difficile de déléguer. On peut déjà tester certaines petites tâches, hein, je sais pas, le montage d'un podcast. Peut-être que si on le fait nous-mêmes, ça nous prend énormément de temps, mais si on délègue à quelqu'un, même sur les plateformes de freelance ou autres, peut-être que ça ne coûte pas si cher que ça. Donc, il y a aussi une question de quelle est la valeur de son temps et que finalement, parfois, investir 100 € pour monter un podcast, ça peut nous faire économiser beaucoup de temps aussi. Donc, c'est de savoir, comme je disais, la valeur de notre temps et aussi qu'est-ce qu'on va faire avec le temps qu'on libère. Parce que si c'est juste pour dépenser, mais pas vraiment avoir un retour sur investissement, c'est là où on ne fait que réduire nos propres revenus. Tu as totalement raison. Et en tout cas, moi d'ailleurs, je fais partie de celles qui délèguent le montage de podcasts. Je l'ai fait, j'ai testé, moi aussi, j'ai testé beaucoup de choses, mais quand tu le fais et tu vois, mais ça prend un jour, c'est tellement long. Ouais. Et pour quelqu'un qui le fait tous les jours, c'est tellement vite et tellement plus fluide. Complètement.
Et alors, si on revient sur ton cheminement, donc tu deviens maman pour la première fois en 2019 et tu Mhm. disais que tu devenais maman pour la seconde fois en 2021. 2022, Oui, c'est ça? 2022. 2021. 2021, ok. Ouais, Donc tes enfants ont deux 2 ans ans de plus tard. différence. Voilà. Oui. Mhm. Ok. Et alors, c'est ce deuxième bébé, c'est plus simple? Euh, est-ce que voilà, du coup, tu l'as déjà fait une fois, tu te dis, bon, voilà, l'organisation, est-ce qu'elle est plus simple? Est-ce que c'est plus compliqué? Comment tu as vécu cette deuxième Mm. grossesse et cette deuxième maternité? Alors, l'organisation niveau pro était plus simple, comme tu dis, comme j'avais déjà vécu ça et que l'entreprise avait même grandi depuis. Et il y a eu le Covid, donc tout le monde avait un peu l'habitude de travailler à distance à cette époque. Donc, de ce côté, c'était plus simple. Mais niveau perso, c'était beaucoup plus difficile à la naissance de mon deuxième. Comme bah, quand il est né, mon premier n'avait que 2 ans. J'étais claquée, j'étais épuisée parce que parfois j'avais les deux dans mon lit qui pleuraient, les deux en couche, la logistique, devoir déposer, aller chercher l'autre à la crèche et puis prendre le nouveau-né avec moi. Genre, j'étais ça, c'était vraiment dur. J'étais pas préparée à ça. Genre, je sais pas ce que j'avais imaginé, mais c'était comme si c'était pas x2, mais x10, quoi, dans Pour l'organisation à la maison. Et même, je sais pas, même pour manger, quand il avait, je sais pas, 5-6 mois, quand il a commencé à manger le petit, donc je devais faire un truc pour lui, un truc pour l'autre, un truc pour nous. Genre, c'était beaucoup plus compliqué niveau logistique côté perso. Alors du coup, pour toi, côté perso, c'était plus compliqué de passer de 1 à 2 que de 0 à 1. Ouais. Ouais? Ok. Ouais, intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a quand même beaucoup de mamans qui disent l'inverse en fait. Donc c'est intéressant de. Mais moi, je suis assez d'accord avec toi. J'ai trouvé ça plus compliqué de passer de 1 à 2 que de 0 à 1. Parce que tu en as déjà un. Et Mm. enfin, moi, je sais que les deux ne faisaient pas leur nuit. Les deux étaient allaités. Donc c'était hyper compliqué, quoi. Enfin, c'était une énergie impressionnante. Mais c'est vrai que il y avait certaines choses qui étaient plus faciles parce que je savais déjà faire. Genre même l'allaitement pour le Mm. premier, c'était très compliqué au début. J'ai beaucoup galéré, mais pour le deuxième, c'était facile. Donc tu vois, il y a certaines choses qu'on qu'on apprend à faire, donc qui étaient plus gérables, mais j'avais pas anticipé la difficulté logistique avec 2 enfants en bas âge. Mm. Je suis totalement d'accord avec toi parce que j'ai vécu un peu la même chose que toi. Euh, Ouais. Est-ce que, donc là, on est en 2021, t'as ton second enfant, tu continues à entreprendre, à être la fondatrice, donc tu as toujours tes associés à ce moment-là? Alors ça, c'est toute une histoire aussi, qui est, qui est peut-être intéressante ou pas, je sais pas, mais Mm. donc, comme tu as compris, je suis plus avec la même personne avec qui j'avais démarré l'entreprise. Donc, on s'est séparés. On s'est séparés il y a un moment. Donc, j'ai racheté les parts de mon ex-copain. Mais il y avait toujours mon ex-beau-père, du coup, qui avait, Mm. qui avait des parts dans la société. Et je pense que ça, c'est peut-être un sujet qui va parler aux mamans aussi. Quand j'étais enceinte avec mon premier et que je venais de déménager en Italie, bah, je voulais aussi racheter les parts de mon ex-beau-père. Et c'est lui qui me disait, mais t'es sûre, comment tu vas faire toute seule, comment tu vas faire pour gérer l'entreprise, ta famille, tu seras loin, etc. Donc il m'avait, disons, chaudement conseillé
de m'associer avec une autre personne, genre de trouver un associé. Et j'ai fini par l'écouter. Je me suis dit, oui, peut-être qu'il a raison, je vais pas réussir à tout gérer seule. Je rencontre une personne un peu au hasard. Je lui demande s'il veut pas rejoindre l'aventure. Pas comme ça, genre pas dans la rue, mais bon, on avait bossé ensemble pour une mission de formation. Il avait intervenu en tant que formateur freelance. On discute un peu et je lui explique un peu le contexte et que je cherche un associé et tout. Et il me dit, ok, oui, d'accord. Et il rachète les parts de mon ex-beau-père qui avait 20% des parts de la société et j'avais à l'époque 80% des parts. Spoiler, ça n'a pas très bien fonctionné et j'ai fini par acheter ses parts à lui aussi et à me rendre compte que oui, je suis capable de tout gérer seule, business, famille, tout ce que je veux. Parce que nous sommes autant capables que les hommes de faire tout ce qu'on veut. Voilà, voilà la leçon. Ouais, donc maintenant, je suis seule dans cette boîte. Ok. Et alors aujourd'hui, comment parce que oui, il faut peut-être dire aussi à l'audience à quel moment tu te dis je vais lancer un second business. Donc, le Sorority Club, c'est ça, hein? Ouais. À quel moment tu le lances? Et surtout, pourquoi tu décides de t'embarquer encore dans une autre aventure entrepreneuriale? C'est à ce moment-là, quand je me suis séparée de cet associé. C'était vraiment pour moi peut-être une période de colère, je dirais. Je venais d'avoir mon deuxième enfant. J'étais avec un associé avec qui ça se passait pas bien et j'étais en colère que j'avais fait ce choix parce que la société me disait que je n'étais pas capable de gérer seule. Et en même temps, je subissais aussi la réalité de la maman. De devoir gérer quand les enfants sont malades, de les déposer le matin, les récupérer le soir. Genre, je faisais beaucoup de choses et je fais toujours beaucoup de choses. Je dirais aussi qu'on n'est pas vraiment équilibré dans notre couple par rapport à la gestion de la maison et de la garde de nos enfants parce que comme je suis à mon compte, comme je suis à la maison, je fais du télétravail, etc., je suis beaucoup plus disponible et donc je fais beaucoup plus de choses pour nos enfants que mon copain, comme il est salarié, comme l'environnement professionnel en Italie est compliqué, comme je t'ai dit, ce qui fait que il y a beaucoup de choses qui me tombent dessus et j'étais vraiment en colère contre tout ça. Et je me suis dit, comment transformer cette colère en énergie positive? Qu'est-ce que je peux en créer? Qu'est-ce que je peux faire? Et c'est là où j'ai commencé vraiment à tout changer dans mon business déjà, à me séparer de mon associé, à même de plusieurs personnes de l'équipe. Vraiment, j'ai restructuré l'entreprise. Et en même temps, je me suis dit, j'ai aussi envie de faire quelque chose que pour moi et pour d'autres femmes. Mais c'est peut-être bizarre de dire ça, mais sans aucun âme, genre sans aucun associé, sans aucun conseil, aucune remarque, genre de faire quelque chose seul dans mon coin où personne peut me déranger. et c'est comme ça que j'ai démarré ce projet. Ok. Et alors, est-ce que tu peux expliquer, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste Sorority Club? Oui, alors pour l'instant, vraiment, c'est un terrain de jeu pour moi. Au début, j'ai testé des offres comme un mastermind, donc j'ai fait un mastermind toute l'année dernière. C'est un groupe de femmes où on a des coachings, des
des brainstorming ensemble, des masterclass. Donc vraiment un petit groupe intime où on avance ensemble sur une année, sur une longue durée. J'ai organisé aussi des événements, vendu des petites formations, des petits produits. Donc, je suis vraiment en mode test en ce moment. Ce qui me fait du bien, parce qu'au début, je voulais absolument que ce soit un truc, que ça fonctionne, que ça cartonne, que ce soit important. Tu vois, que je montre que j'étais capable et tout. Mais puis, je me suis rendu compte que j'avais juste envie de tester des choses, de m'amuser et de voir ce que j'ai vraiment envie de faire ou que ça devienne. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre de la pression, j'ai besoin de me laisser de l'espace et de voir comment ça va évoluer. Donc, en ce moment, je fais surtout quelques coachings en individuel. Je vais certainement faire d'autres événements aussi. Et je travaille sur un projet de livre. Je me dis, ça va, je suis assez bien occupée pour l'instant. Je vois ça. C'est pas mal. Ok. Donc aujourd'hui, finalement, on va dire que Aves Formation, c'est ton entreprise qui te ramène ton chiffre d'affaires, qui te permet aujourd'hui de vivre, etc. Sorority Club, c'est vraiment le projet plaisir, voilà, qui te fait vibrer, voilà, le projet passion, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ok. Donc, du coup, ça fait maintenant 2 ans que tu as créé Sorority Club, c'est ça? Ça fait 1 an et demi. 1 an et demi? Ok. Et tu t'es essentiellement, j'imagine, avec des femmes. Oui. Voilà, donc Oui, oui. c'est vraiment, t'es vraiment avec des entrepreneurs, enfin, entrepreneuses. Et quels freins spécifiques rencontrent les femmes dans l'entrepreneuriat? Il y a le côté argent, comme on avait dit avant, l'éducation financière qu'on n'a pas ou peut-être qu'on ne se sent pas à la hauteur ou genre j'avais vu un reportage récemment comme quoi déjà à l'âge de 5 ans les filles commencent à croire que les garçons sont plus forts en maths, qu'ils sont plus intelligents, etc. Donc c'est fou à quel point c'est vraiment ancré dans notre éducation et ça nous touche même si on n'a pas l'impression ou on ne sait pas, c'est vraiment inconsciemment on doute de nos capacités. Donc déjà, c'est fou. Il y a aussi des freins par rapport à la communication sur les réseaux sociaux. Beaucoup de freins pour se montrer, prendre position. Comme tu as vu, j'ai vu dans tes stories récemment quelqu'un qui t'attaquait, quoi. Des haters qui vont critiquer ta façon de communiquer, qui vont critiquer ta façon de t'habiller. Donc c'est frustrant et ça fait peur des fois parce que tu dis, ok, si je me montre, je risque d'attirer des critiques. Et ça, c'est pas toujours évident. Ça peut être avec des haters, mais aussi avec nos familles, nos amis. Donc, on peut être jugé par les gens autour de nous qui disent mais tu fais quoi? Tu veux être influenceuse, c'est ça? Genre, c'est pas facile. Effectivement. Donc, c'est Et, vraiment, ouais, c'est ce genre de choses qui va être sur le côté argent, technique aussi, stratégie. Tout ce qui va avec ce qu'on considère l'éducation des garçons, des hommes, et aussi le côté syndrome de l'imposteur, peur du jugement, l'envie d'être parfaite ou la bonne élève. Tout ça, c'est c'est bien ancré.
D'accord. Et alors toi, du coup, tu travailles, lors de tes masterminds, tu travailles sur tous ces sujets-là pour aider les femmes à lever finalement ces freins-là, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, Ok. ce que j'aime beaucoup, c'est une approche stratégie et mindset. Ok. Parce qu'on voit des trucs, des gens qui disent oui, il suffit de, genre, de l'argent, oui, il suffit de visualiser et manifester, tout ça, oui, ok, d'accord. Et bon, bah, il faut aussi travailler, il faut bien de la stratégie, il faut mettre en place des actions. Donc, j'aime bien mélanger les deux, de Mm. travailler ce qui se passe ici, mais aussi bah, ce qui se passe dans la vie et dans ton business. Mm. Ok. Et si tu avais un conseil stratégique que tu donnes souvent, le conseil stratégique que tu donnes le plus souvent aux mamans, ça va être, enfin aux mamans, aux femmes, ça va être quoi? Mm. Alors, ça aussi, c'est vraiment s'écouter. Une erreur que j'ai faite pendant longtemps, c'était de chercher la réponse à l'extérieur, de me dire, ok, je vais discuter avec des experts, c'est eux qui vont me dire quelle stratégie mettre en place pour mes finances, pour mon marketing commercial, etc. Euh, mais je pense que tu le sens quand quelque chose n'est pas aligné avec qui tu es. Donc il y a une différence entre sortir de sa zone de confort et bien faire un truc qui te plaît pas et qui n'est pas aligné. Et l'entrepreneuriat, c'est du long terme. Donc si tu dois te forcer à faire un truc que tu n'aimes pas, est-ce que tu vas pouvoir faire ça à 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, le reste de ta vie? Je sais pas. Mm. Si on parle de stratégie, de vente, par exemple des masterclass. On voit qu'il y a des masterclass de vente, ça fonctionne pour certaines personnes qui font ça et qui vont te dire, oui, c'est ça la recette pour vendre, tu dois faire des masterclass. Mais tu sais quoi? Moi, je déteste faire des masterclass. J'ai fait une fois pour vraiment me forcer à tester, mais je n'aime pas faire ça. Et du coup, ce qu'il faut savoir faire, c'est filtrer. Tu vois, tu reçois des conseils, tu vas écouter, tu vas échanger avec des experts, c'est bien. Mais tu dois aussi être capable de t'écouter et de filtrer par rapport à ce que toi tu veux vraiment faire, avec quoi tu es vraiment à l'aise ou pas, et qu'est-ce qui est juste une peur, comment dire, une petite sortie de zone de confort, ou qu'est-ce qui est vraiment pas aligné avec qui tu es et ce que tu veux faire. Mm. Donc Et, s'écouter, quoi, c'est ça le conseil. mais parce que là, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où, tu sais, on a souvent l'habitude, bah, comme toi, tu nous disais, bah, par exemple, tu as pris l'exemple de la masterclass. Toi, tu en as fait une. Est-ce que tu savais déjà avant de la faire que c'était quelque chose qui se plaisait pas? Ou alors est-ce que tu vas conseiller d'essayer au moins une fois et ensuite tu sais, et donc tu es capable de dire ça me correspond pas? Tu sais, on dit souvent aux enfants goûte avant de dire Mm, que t'aimes pas. Tu sais, est-ce que là c'est le même oui, principe? Est-ce qu'on goûte avant de dire qu'on n'aime pas? Ou alors est-ce que si on sent que ça fait, voilà, que ça nous irrite même avant de l'avoir fait, est-ce qu'on dit bah non là stop j'y vais pas? Ou alors est-ce qu'on considère ça comme tu vois, parfois la limite, elle est fine entre est-ce oui. que c'est la peur de sortir de sa zone de confort ou alors est-ce que ça m'irrite parce que c'est pas aligné avec mes valeurs ou Mm, avec ce dont j'ai oui. envie. Ça, c'est difficile, comme tu dis, la ligne est fine. Je me pose la question, est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie de tester et voir si ça peut me correspondre? Est-ce que j'ai envie de tester et sortir de ma zone de confort? Est-ce que j'ai envie de découvrir? Ou est-ce que je me force à faire un truc que j'ai vraiment pas envie de faire? Est-ce que je vais pas m'auto-saboter de toute manière? Parce que j'ai vu des personnes qui se forcent à faire des Mm. masterclass et puis ils ne font aucune promotion pour en parler. Donc, Mm. qui disent après, oui, tu vois, ça fonctionne pas pour moi, il y avait personne. Bah oui, c'est normal. Donc, c'est bien de tester. C'est pour ça que je l'ai fait et peut-être que je vais tester différemment, tu vois. J'ai essayé d'analyser pourquoi je n'aime pas ça.
Et probablement parce que j'aime bien échanger avec d'autres personnes. Et le masterclass, je n'aime pas être là et avoir l'impression de parler toute seule et ne pas voir les autres personnes. Donc peut-être que moi, je pourrais tester un atelier où on est en Zoom et je vois les autres personnes et on peut échanger. Donc parfois, il suffit juste trouver le petit truc qui ferait que ça te convient plus et que tu pourrais faire ça pendant comme je disais, pendant des mois, pendant des années. Donc oui, teste, mais te rends pas malade pour te forcer à faire un truc qui te correspond pas. Super, c'est un super conseil, ça. Il faut vraiment le garder bien précieusement à proximité à toutes celles qui nous écoutent. Une autre question pour toi, est-ce que la maternité est selon toi un défi entrepreneurial ou alors c'est un levier de puissance? Ouf, c'est les deux. Oh, c'est mon téléphone qui me parle. C'est les deux. Et pendant certaines périodes, je l'ai vécu comme un défi, comme un trop-plein, des fois. Et parfois, comme une vraie puissance, comme tu disais. Donc, je sais qu'il y a la réalité qui fait que parfois, c'est trop, c'est beaucoup. On a beaucoup de choses à apporter. Et c'est pas toujours facile. Donc je pense que ce serait pas correct de mentir et dire que c'est toujours incroyable et que ça nous apporte beaucoup. Il y a les deux côtés. Il y a les deux côtés, les challenges et aussi tout ce que ça nous apporte et ça nous apprend. Je pense que c'est ça qui m'a permis vraiment de changer ma façon de vivre et de faire du business et d'arrêter de faire les choses pour les autres et enfin oser faire ce que j'ai envie de faire moi, de prioriser ce qui est important pour moi, ce qui est ma famille, et de refuser certains modèles qui ne me conviennent pas. Donc c'est à la fois un défi, à la fois une opportunité. Ok. Et une dernière question. Comment tu gères ton rôle de chef d'entreprise et ta vie personnelle? Est-ce que tu as une organisation type? Comment tu t'organises? Une semaine chez Elisabeth, ça donne quoi? Une semaine normale, parce que là, je sais que ton copain n'est pas là, mais une semaine normale chez Elisabeth, qu'est-ce que ça donne? Voilà, comment tu t'organises? Donc, comme je disais, je gère beaucoup de choses dans la maison pour les enfants et tout ça. Donc, en principe, c'est moi qui va déposer les enfants le matin. Donc, ils commencent à 9h le matin. Donc, en principe, perso, je me lève vers 7h, je me prépare. Ensuite, je vais réveiller les enfants, les préparer, les déposer. Et je vais rentrer chez moi vers 9h30. Donc, je commence pas très tôt le travail. 9h30, 10h, je démarre. Et après, à 16h, je vais aller chercher les enfants. Donc, ma journée est assez courte. 10h, 16h tous les jours. Et du coup, comme je disais, la maternité, c'est aussi une opportunité. Ça nous permet de virer tout ce qui n'est pas important ou tout ce qui ne fait pas sens de notre planning. Donc déjà, c'est pas mal. Et puis, dans mon équipe, j'ai la chance de travailler avec d'autres mamans aussi et qui, je pense, apprécient le fait qu'on n'a pas de réunion avant 10h, on n'a pas de réunion après 16h. Et qu'on respecte la vie la vie des gens, parce que le travail, c'est pas la vie. Et voilà, c'est marrant aussi. J'aime bien le fait d'avoir d'autres mamans dans l'équipe. On s'envoie des memes, des trucs Instagram, des mamans et on en rigole.
Mais du coup, pour Aves, je dirais, j'ai peut-être 2-3 heures de réunion dans la semaine. Et c'est tout ce que j'ai de vraiment fixe. J'ai une réunion d'équipe, j'ai une réunion avec le pôle marketing commercial et une réunion avec l'OBM. Et, et c'est vraiment mon travail, on va dire, c'est tout ce que je dois vraiment faire. Et le reste, ça dépend un peu des projets du moment. Là, en ce moment, par exemple, avec l'OBM, on est en train de tout mettre à propre, tous les process, etc. Niveau marketing, on participe à un sommet. Donc, moi, c'est vraiment un rôle juste de chapeauter, de voir si tout va bien, suivre un peu les KPI sur Notion, quelques réunions d'équipe. Et à part ça, mon planning est modulable. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que quand j'ai essayé vraiment de garder un planning plein avec des rendez-vous Tetris comme je faisais à l'époque, c'était trop stressant pour moi. Parce que quand il y avait un imprévu, quand il y avait un enfant malade, quand il y avait une fête à l'école que j'avais oubliée, j'étais trop stressée de devoir tout changer, annuler, contacter du monde, etc. Donc j'essaie vraiment de ne pas avoir trop de contraintes horaires et me laisser de l'espace pour travailler sur des choses plus stratégiques et qui n'ont pas cette contrainte de présence physique à un moment précis. Ok. Donc là, ce que tu nous as dit, en tout cas, c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Finalement, Aves Formation, c'est un business qui te prend 3-4 heures par semaine, c'est ça? Pour coordonner? Disons que c'est le minimum. Il y a des périodes où je dois faire un peu plus. Là, par exemple, il y a un mois, une personne qui est revenue de son congé parental après 3 ans d'absence. Donc, je me dis, OK, pour son retour, j'avais beaucoup plus de réunions. On a passé beaucoup de temps ensemble. Je sais qu'il y a des périodes où ça me demande plus. Ou bien, comme je disais, des projets, mais je vais travailler sur les projets. Je vais juste bloquer du temps où je vais travailler, mais en sous-marin, genre seul, parce que j'aime bien travailler. J'aime bien travailler seule, ce qui est peut-être marrant pour une chef d'entreprise, mais j'aime beaucoup travailler seule. Mais je sais que si j'ai des urgences, si j'ai quelque chose à gérer pour ma famille ou autre, le minimum, je peux descendre à 2 heures par semaine et c'est OK. Ok. Et pour Sorority Club, du coup, est-ce que tu accordes aussi du temps par semaine ou pas forcément? Ouais. Est-ce que c'est modulable? Ça, c'est modulable et ça dépend des projets du moment. Là, je me concentre surtout sur l'écriture du livre. Donc, j'ai bloqué des créneaux d'écriture et j'ai des échanges avec mon coach. Et aussi, ce que je devrais peut-être dire, c'est que je me forme énormément. Donc, mon planning est surtout rempli de rien, du temps pour que je puisse me former. Là, en ce moment, je me forme au Human Design. C'est un truc random, peut-être perché pour certains, mais j'aime beaucoup. Et l'année dernière, c'était une formation de PNL et de coaching. Je me forme tout le temps au marketing, pour LinkedIn, la personal branding, genre tout ce qui m'intéresse, je me forme. J'ai énormément de formations en stock. Donc je pense que mon premier job, genre le truc qui me prend le plus de temps, c'est me former moi.
Ok. Est-ce que tu arrives à mettre en pratique assez rapidement ce que tu apprends? J'essaie, je pense que c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps aussi. Par exemple, Human Design, je suis une formation et j'ai proposé à des personnes de faire leur lecture. J'ai fait aussi les lectures de mon équipe. Et donc, j'essaie vraiment de pratiquer de cette manière. Ou bien, l'année dernière, j'ai suivi une formation de Larissa Lorenzoni, qui est la marque magnétique. Et juste pour m'entraîner, pareil, bah, j'ai proposé à quelques personnes de refaire un peu leur visuel. Et enfin, je touche un peu à tout et j'essaie de pratiquer comme ça. Et ça me permet d'aider des personnes au passage pour m'entraîner. Ouais, c'est chouette. C'est chouette. Alors, on arrive à la fin de notre interview. Et, euh, et du coup, j'ai des questions assez spontanées. Voilà, Ok. il y en a quelques-unes. Tu réponds vraiment de façon très spontanée. Si tu as envie d'argumenter, tu peux. Mais le but, c'est Ok. aussi que ce soit très... Total. voilà. Mhm. Alors, c'est quoi la chose que tu n'arrives pas ou que tu ne veux pas déléguer? L'écriture de mes posts LinkedIn. Ok. Pourquoi? Parce que j'aime écrire. Donc, D'accord. je veux pas déléguer un truc que j'aime faire. Ok. Même si ça prend du temps. Les 3 qualités que tu as développées en étant maman et qui te servent aujourd'hui dans ton business. L'adaptabilité. Peut-être que je l'avais déjà, mais pour encore fois 10 maintenant avec les enfants. Je pense que je suis encore plus patiente aussi. C'est marrant, j'en parlais avec une copine l'autre jour. Je suis plus patiente et plus impatiente en même temps, mais plus patiente avec les gens, mais plus impatiente aussi avec des gens qui ne sont pas respectueux. Bref. Et quoi d'autre? Euh, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si j'avais développé encore plus mon intuition, de savoir si quelque chose est bien ou pas bien pour moi et faire le tri beaucoup plus rapidement. Ok. Donc là, on revient peut-être à l'écoute. Tu arrives mieux à t'écouter et c'est ça? Ou non? À C'est vraiment m'écouter et aussi l'intuition. à cerner D'accord. chez les Ok. autres et je sais pas, de façon générale. Ok. Est-ce que tu as un conseil à donner à une maman qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Hmm, qui veut se lancer. Hmm. Euh, alors, moi, je dirais de se faire accompagner, soit un coaching, une formation ou quelque chose comme ça. Même si, oui, on peut tout faire seul ou apprendre sur Internet ou quoi que ce soit. Je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, comme je disais au début, pour aller plus vite, pour éviter certaines erreurs, pour ne pas m'éparpiller. Euh, et aussi investir en soi, c'est se donner les moyens et se prendre au sérieux. Ok. Et la dernière question. Tiens-toi prête, Elisabeth, parce que là, il va falloir que tu mettes à profit ta créativité, parce que je le redis à Ok. l'audience, mais les questions ne sont pas données à l'avance. Est-ce que tu as une idée entrepreneuriale à partager à une maman, voilà, qu'elle pourrait reprendre et concrétiser? Quel business Ouf, lancer? ça c'est difficile. Euh, je crois que je ne dirais pas quel business lancer, mais je dirais vraiment aller parler avec des gens que tu aimerais aider. Que souvent, quand on se lance, on se fait des idées toutes seules dans nos têtes et on
passe des heures, des mois, énormément de temps à développer un truc et à vouloir que ce soit parfait avant qu'on en parle avec les autres. Et au final, on voit qu'il n'y a même pas de demande. Donc, moi, je ne vais pas te donner des idées, mais je vais dire, mais allez parler avec des gens. Parce que si vous avez parlé avec des gens et vous allez comprendre leur problématique, quand tu vas proposer une solution à leur problématique, ça va se vendre facilement. Donc, va vers les gens et n'attendez pas d'avoir un truc parfait avant parce que déjà, ça n'existe pas. Et vous risquez de perdre du temps, de vous décourager, etc. Parlez avec des gens que vous voulez aider. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup pour cet échange. J'ai trop aimé partager ce moment avec toi. Merci d'avoir accepté aussi l'invitation. Dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur quel réseau tu es la plus présente Ouais, plus sur LinkedIn, je suis assez régulière sur mon compte Elizabeth Doyle. J'ai aussi un compte Instagram et je suis moins présente, donc c'est le Sorority Club et je partage parfois des posts ou un story, mais mon quotidien ou des news, mais je suis moins présente sur Instagram. Ok. Et ton livre, du coup, est-ce que tu as une date? Est-ce que tu sais déjà Oui, quand est-ce que tu aimerais le publier? Déjà, j'espère que... alors, je suis en négociation avec une maison d'édition et j'espère que le projet sera retenu. Je vais avoir une réponse dans quelques semaines. Mais même si c'est un non, c'est pas très grave. Je vais continuer quand même à avancer et chercher ou soit en auto-édition. Et en termes de timing, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que c'est pas très intéressant de sortir le livre disons en juin, juillet, juste avant l'été, c'est pas la meilleure période. Donc selon elle, la meilleure période pour sortir le livre, c'est soit au printemps, mars ou mai, cette période de l'année prochaine, soit en septembre de l'année prochaine. Et selon elle, septembre, c'est probablement la meilleure période pour pouvoir aussi faire la promotion, participer à des événements, etc. Donc, en tout cas, je vais devoir terminer le manuscrit pour cette fin d'année ou bien, disons, février de l'année prochaine. Et ensuite, il y a tout le travail derrière avec la maison d'édition, avec la partie commerciale, avec la préparation des événements de promotion et tout ça. Donc, il faut attendre encore un petit peu. Ok, ça marche. En tout cas, je vous mettrai les liens pour contacter Elisabeth. Restez connectés aussi sur ses réseaux parce qu'elle partage et je pense qu'elle va partager aussi l'arrivée de son livre. Alors, je te remercie encore une fois pour ta présence et pour cet échange. Et je vous dis à très bientôt, les Marquises, dans un prochain épisode. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce moment vous a boosté, inspiré ou donné de l'élan pour passer à l'action, pensez à le partager à une autre maman ambitieuse. Ensemble, on est plus forte. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains contenus. Laissez-moi un avis 5 étoiles. Identifiez-moi sur les réseaux, je viendrai vous remercier personnellement. Et souvenez-vous, entreprendre en étant maman, ce n'est pas un frein, c'est une force. Alors foncez et à très vite dans La Marquise, le podcast des Mum Boss.